Je suis ici par miracle. En fait, ils m'ont donné 24 heures à vivre. 24 heures. Le médecin arrive, ma mère pleure, et lui on dit « Cet enfant n'a pu se former correctement, il est très faible, elle ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il ne pourra probablement pas vivre. » Je faisais des copies de CD pour mes professeurs et leur fabriquais des ordinateurs personnalisés. Donc tu es en train de me dire que tu fais des affaires en dansant. Oui, beaucoup. Celui qui est généraliste ne va ni d'un côté ni de l'autre, parce que c'est encore autre chose, non? On drague, non? En dansant? C'est uniquement une question de statistiques. Et dans ce pays, on a aussi tendance à crucifier les gens, non à dire « Allez, regarde ce qu'il a dit ». Et maintenant tu travailles aussi avec des entreprises comme Google ou Ikea, en donnant des cours à leurs employés, c'est ça? On dit que ça peut réduire jusqu'à 76% le risque de souffrir de démence. La danse, pour moi et pour beaucoup de gens qui l'ont étudiée, c'est une méditation. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, je lui dirais de danser. Combien d'argent? As-tu déjà perdu dans un projet? J'ai tout perdu. Bon. Bon, bienvenue à tous. Premier épisode officiel du podcast Business Shark. J'avais tellement hâte que ce jour arrive. Pablo Soria, présentateur du podcast. Et quoi de mieux que de commencer avec un invité comme Ivan. Ivan Olsina, bienvenue. Comment ça va? Pablo, comment tu vas? Très bien, on est là. Un plaisir d'être ici. Un plaisir. Et je suis heureux de collaborer sur ces projets très intéressants. C'est super, je suis très content. C'est compliqué aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme il pleut, incroyable. Parc. La pluie ne me dérange pas. Je suis venu d'un maître. C'est très bien, très écologique. Voilà, mon travail. Vous travaillez, n'est-ce pas? C'est ce que je fais. En travaillant. En même temps, eh bien, c'est super. J'ai du temps. Qu'est-ce que j'allais te dire? Pour commencer à chauffer un peu l'interview. Bon, Ivan, tu m'as raconté un peu, hors caméra. Moi, j'adore en savoir plus sur la vie personnelle des gens et tu m'as parlé un peu de toi, de ton enfance et en particulier de ta naissance. Et ça m'a Donner envie que tu racontes un peu ça aux gens ici du podcast parce que je pense que ça ne les laissera vraiment pas indifférents. Bon, alors on commence le podcast sur les chapeaux de roue. Écoute Pablo, pour te donner une idée, je suis ici par miracle. Je dis toujours que je suis là par miracle. Pourquoi? Parce que je suis né à 6 mois. À 6 mois, je voulais déjà sortir et ma mère a senti quelque chose d'étrange. Elle est allée à l'hôpital. Et elle s'est dit, ce n'est pas possible que ce gamin veuille déjà sortir. Comment c'est possible? Le médecin, ne vous inquiétez, prenez ce médicament. Et restez tranquille, dans 3 mois, vous reviendrez ici et tout ira bien. Mais au bout de 5 jours, j'étais déjà là, prêt à sortir, faire des bêtises. Waouh, c'est incroyable. Bien sûr, cela va de soi, c'est une évidence absolue et incontestable pour quiconque y réfléchit un tant soit peu. On t'a donné 24 heures à vivre à la naissance. Et me voilà, je viens tout juste d'avoir 40 ans. Félicitations. Madrid. Scène qu'on se rappelle toujours en famille, c'est quand le médecin arrive, ma mère en larmes, et ils lui ont dit « Regardez, cet enfant n'a pas pu se développer, il est très faible, on ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il ne pourra pas vivre, il n'a que 24 heures. » Alors à ce moment-là, mon grand-père, très franc, je te l'enverrai au podcast pour que tu puisses l'interviewer, il est encore en vie, il a attrapé le médecin et lui a dit « Dites ce que vous voulez, mais moi, ce gamin, je le verrai jouer au foot. » C'est génial. Waouh, c'est incroyable. Mon Dieu, quelle situation, non? Et comment tu vas? Comment tu te sens après tout ça? Non. Au final, les débuts, ces premiers pas, ces toutes premières étapes dans un nouveau projet ou une nouvelle entreprise, c'est exactement comme dans les affaires, n'est-ce pas? Il y a toujours cette phase initiale d'incertitude, de découverte et d'adaptation, un peu comme le lancement d'une activité commerciale où l'on doit tout construire et établir les fondations solides. Les débuts n'ont jamais été faciles, non? Je me suis stabilisé. Comme un ordinateur, après des bugs, on règle les paramètres et ça fonctionne. Ce que tu trouves le bon réglage, non? Et là, le serveur reste stable. C'est tot, vraiment tot. Et pour continuer un peu avec ta présentation, imagine maintenant qu'on est à la plage, d'accord? On est à la plage et tout à coup je fais ta connaissance. Et je te demande, dis-moi Ivan, tu fais quoi dans la vie? Raconte-moi un peu qui tu es. Qu'est-ce que tu dirais? Tu vois,
Quand on me la pose, je l'évite et je demande à l'autre ce qu'il fait. Pablo, toi, tu fais quoi? Tu me donnerais une réponse? Non? J'ai un podcast, par exemple. Oui, 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 entrepreneur, d'accord? Et là, même si tu ne t'en rends pas compte, je serais déjà en train de te vendre quelque chose, déjà en train de te convaincre de quelque chose. Je te dirais, eh bien Pablo, j'ai un club d'entrepreneurs, le Club Empresario de Madrid, que je viens tout juste de lancer, et j'ai des entrepreneurs super influents pour venir dans ton podcast. Et sans même te dire à quoi je me consacre, tu as déjà un plan en phase avec moi. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, en ce moment, il m'arrive la même chose. Les gens me demandent, tu fais quoi dans la vie? Putain, je fais tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer, parce que maintenant, la dernière en date, c'est le restaurant. Tu vois, donc est-ce que je fais trop de choses ou pas? Je suis entrepreneur, moi j'adore quand on me... Tu fais quoi dans la vie? Eh bien, je suis entrepreneur, j'adore lancer des projets. Au final, on est. Des connecteurs, parce qu'au bout d'un moment, je suis très dans l'entraide. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'ennéagramme. Non, je ne l'ai jamais fait. C'est un sujet de psychologie. On te fait des tests assez poussés et ça révèle un peu comment est ta personnalité. Je recommande à tout le monde de le faire parce que tu découvres des choses sur toi que tu ne savais pas. Je vais le faire. Je suis sorti aidant, triomphateur et optimiste. Si tu ne le vois pas et qu'on ne te le dit pas, cette part d'aidant, peut-être tu ne t'en rends pas compte. J'adore aider les gens. C'est vraiment important de se connaître soi-même. Très souvent, je considère que, même moi, en général, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils agissent juste pour agir, parce qu'il faut faire les choses, mais ils ne savent pas pourquoi, tu vois, ce qu'il y a derrière tout ça. C'est ça. Avec ceux qu'on vit, il est important de bien les connaître. Et puis, bien sûr, l'enfance a été une période compliquée, surtout la naissance, puis je comprends aussi que jusqu'à ce que tu t'en sortes vraiment, etc., etc., ça a été des moments difficiles, mais bon sang, tu es là, tu vas super bien et franchement. En plus, tu es élégant et sur ton 31, je te connais. Il y a. Beaucoup de gens me racontent leurs problèmes et je dis toujours ne t'inquiète pas, j'ai été bien pire que toi. Bien sûr, oui, bien sûr. Réaniqué, bien sûr. Bien sûr, oui. Et pour approfondir le sujet de l'entrepreneuriat, du business, dans quel domaine travaillez-vous? C'est-à-dire, raconte-nous un peu. Tes entreprises, toujours, normalement. Dans quel secteur sont-elles? Dans le secteur du marketing, de l'hôtellerie, lequel? J'ai une agence de marketing, ma base depuis presque 20 ans est mon pilier. Le marketing m'apporte contacts et opportunités, ce qui m'a permis de lancer d'autres business. La base reste le marketing et j'ouvre d'autres petites choses pour m'amuser. C'est top, parce qu'en plus, dans ton agence de marketing, tu as su très bien te spécialiser. Et tu t'es spécialisé dans les avis Google, non? Les gens ne savent pas l'importance des avis Google. La fiche Google My Business quand tu cherches. Raconte, c'est intéressant. C'est ça. Il y a vraiment un avant et un après dans mon entreprise à partir du moment où on s'est lancé dans cette partie de Google et le référencement. J'ai toujours aimé être à la pointe, toujours me former, et tout à coup je me rends compte que mes clients, tout le monde est concerné. Ils se battent tous à propos des avis, on m'a laissé un avis négatif, qu'est-ce que je fais? Je vois un besoin sur le marché et les gens démunis. Ici, nous dépendons du géant Google et devons nous adapter à son algorithme, à ce qu'il veut mettre, aux avis, aux notes. Nous avons donc commencé à travailler dur sur ce sujet et à créer un système permettant aux entreprises de s'améliorer, qu'il s'agisse d'une clinique, d'un restaurant ou d'une boulangerie. Eh bien, c'est intéressant. Donc, avant tout, ce que vous jouez, c'est quand les gens laissent un avis sur ton entreprise, ce que tu fais, c'est les gérer, non? Et même se positionner dans le navigateur. Bien sûr, Système, d'un côté, pour obtenir ces avis, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'avis positifs et que les négatifs, évidemment, personne n'est à l'abri d'en recevoir, mais qu'ils soient les moins nombreux possibles. Oui, et ensuite les traiter, y répondre, bref, faire une bonne gestion de la réputation. c'est génial, c'est vraiment intéressant. Avant, avec Google, tu ne te souciais que de ton positionnement sur Google. Tu te disais, je suis premier, je suis deuxième. Mais maintenant, tu dois te soucier de deux choses. Tu dois faire attention à ta position et à ta note, à tes avis. Parce que les gens,
Même s'il te trouve en premier, si les 2 premiers avis qu'il voit sont négatifs, t'es foutu, tu perds des clients. Oui, enfin, je crois que les gens se lancent dans les campagnes de marketing, mais dans ce qui est habituel, les réseaux sociaux, le référencement, tout ça. Mais ils ne voient pas l'importance que peuvent avoir, putain, les avis, non. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Je le dis toujours à. Comment cherche-t-on sur Google? On regarde les avis et on lit. Votre entreprise est cherchée pareil. Eh bien, c'est intéressant, et puis ce dont je me rends compte, tu sais que je travaille aussi dans le domaine du marketing et tout ça, et ce que j'ai remarqué, c'est que, d'abord, même si ce n'est pas le bon terme, le secteur de la publicité et du marketing est complètement galvaudé, il va de plus en plus mal, non? Et toi, là-bas, tu as su très bien te spécialiser. Félicitations, parce que tu as vraiment su t'y prendre. Tu vois, il s'agit de comprendre les besoins du public et des entreprises et de s'y insérer. Maintenant, c'est vrai que c'est avec le sujet des avis, mais bon, ça a toujours été comme ça depuis le début. Et revenons au début. Au final, les affaires, et la vie en général, quand on commence, c'est toujours très compliqué, non? Au final, il faut prendre des risques, il faut niser et niser, non? Tu viens d'une famille avec de l'argent. Comment as-tu commencé? J'aimerais en savoir un peu plus. Je viens d'une famille très modeste, en réalité. On n'a jamais eu de grand luxe, ni beaucoup de maisons, ni beaucoup de voitures, rien de tout ça. En fait, c'est moi qui ai commencé à voir un peu les opportunités dans la vie depuis tout petit. On disait déjà qu'à l'école, j'avais ce don pour le business et j'étais peut-être déjà en train d'échanger des cartes avec tout le monde, même avec les grands, et bon, j'ai toujours été comme ça. Toujours, toujours, toujours. J'ai commencé avec les cartes, puis au lycée, j'étais plus ami avec mes profs qu'avec mes camarades. C'est génial. Je faisais des copies de CD à mes profs, je leur montais des ordinateurs sur mesure. C'est-à-dire, moi, déjà à 16 ans, j'allais monter des ordinateurs pour mes professeurs. Mais Alors tu es en train de me dire que tu as commencé sans argent? écoute, sans argent, dans une famille sans beaucoup de moyens, évidemment. Je veux dire, Ta propre entreprise, tu l'as commencé sans argent ou tu avais un capital? j'ai économisé avec mes activités comme monter et réparer des ordinateurs pour mes professeurs et entraîneurs. Je me suis toujours bien entendu avec les plus âgés. Maintenant, c'est l'inverse. Je me sens mieux avec les jeunes, car je vois le talent et des gens qui me ressemblent. C'est génial. Et maintenant, tu sais qu'il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, se lancent dans la création d'une agence de marketing. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes de 18 ou 20 ans qui veulent monter une agence de marketing, qui voient que le secteur est tellement concurrentiel? Est-ce une réalité ou pas? Est-ce facile? Est-ce compliqué? Donne-leur un conseil. Alors, créer une agence de marketing ou proposer n'importe quel service de marketing, d'un côté, c'est facile parce que ça ne demande pas d'investissement. Sauf si tu deviens fou avec un bureau ou en embauchant des gens compétents. Je dirais qu'il faut commencer calmement. Faites attention aux investissements personnels parce que c'est compliqué de devenir indépendant. La situation est compliquée. Quand j'ai commencé, je vais vous donner mon exemple, j'ai commencé en vivant chez mes parents. J'étais très jeune, 17, 18 ans, j'ai commencé avec des tarifs très bas, en restant humble sur les prix. Voilà, en fait, le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer, c'est qu'ils doivent s'identifier et se différencier. Si tu veux, par exemple, proposer des réseaux sociaux de luxe, super personnalisés avec des réels sur mesure, des stories quotidiennes, etc., alors positionne-toi là-dessus. Mais si tu veux toucher beaucoup de monde, par exemple, et offrir un service plus standard, positionne-toi dans ce créneau-là. Il faut que tu te différencies. Tu ne peux pas offrir le même service à toutes les entreprises. Oui, je pense qu'au final, ce que tu dis, c'est que la spécialisation, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire, je considère que c'est super important parce qu'au final, celui qui est généraliste. Le généraliste n'avance ni d'un côté ni de l'autre, il faut savoir viser juste, tu vois? Et d'un autre côté, tu parlais aussi de la question du temps, non? Je défends vraiment ce que tu dis, ce que tu viens de dire. Moi aussi, j'ai lancé mes entreprises sans argent et au final, dans la vie,
il y a deux choses dans lesquelles tu peux investir, soit le temps, soit l'argent. Et moi, comme toi, j'ai investi mon temps. Donc je me sens très concerné et très proche de toi, donc je pense que c'est vraiment un bon conseil que tu donnes à tout le monde. Et il faut aussi être très pragmatique au début. C'est bien d'être très exigeant et de vouloir que tout soit parfait, mais au début, ce n'est peut-être pas nécessaire, du moins jusqu'à ce que tu aies une certaine stabilité. Écoute, je vais te raconter quelque chose de très drôle. Quand j'ai monté mon entreprise, j'avais quoi? 19 ou 20 ans, c'était le tout début des sites web, et les petites entreprises n'avaient pas encore de site internet. Google venait tout juste de sortir, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et moi, mes parents étaient partis vivre à Brunette, un village près de Madrid. Bon, ça va te paraître drôle, mais toutes les entreprises de cette commune, de Brunette, avaient exactement le même site web fait par moi. Je suis allé voir chacune d'entre elles parce que je faisais tout moi-même. Je venais de créer l'entreprise, j'étais commercial, j'étais développeur, je faisais tout. J'ai suivi un cours HTML, ok? Très simple. J'ai créé des pages web et reproduit un modèle pour les entreprises de la ville. C'est-à-dire que l'atelier de réparation automobile avait le même site web que la clinique vétérinaire. Excellent. Écoutez, je pense que vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que lorsque vous commencez, vous devez littéralement être une pieuvre. Il faut sortir et tout faire. Et ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, tu dois le faire aussi. Et encore plus quand tu n'as pas cet investissement. Tu dois. Tout faire. Donc, je pense que c'est aussi très important que les gens le sachent. Parce que, par exemple, toi, à quel âge as-tu commencé à entreprendre un peu? Comme entrepreneur, à 18 ans déjà. Moi, j'ai terminé le bac et passé le concours d'entrée à la fac, car j'avais envie de faire de l'informatique, mais je suis arrivé à l'université et tombé sur. Il y avait des gens vraiment très très geeks, mais pas des geeks d'informatique, des geeks du Seigneur des Anneaux qui jouaient au mus, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? En plus, j'avais envie d'apprendre l'informatique, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me suis retrouvé avec de l'algèbre, de la physique, des maths, et je me suis dit, ici, il n'y a rien d'informatique. Alors j'ai dit non, ce n'est pas ma place. Acquérir de nouveaux clients ou fidéliser les clients? Eh bien, je pense que c'est du 50 à 50. Pour moi, c'est 50%. J'ai beaucoup d'entreprises, je gère beaucoup d'entreprises qui donnent plus de priorité à l'acquisition de nouveaux clients et qui ne prennent pas soin des anciens clients. Au final, c'est la même chose. C'est un client qui va te rapporter ta cotisation ou ton WSI chaque année ou ton revenu récurrent. Il est super important de fidéliser. Il faut trouver un juste milieu. Si tu n'as pas un réseau commercial qui trouve de nouveaux clients, ton entreprise ne grandit pas. Ensuite, ce que je pense qui doit être vraiment difficile, c'est de maintenir la qualité avec 3000 clients. Ça doit être très difficile. Comment vous faites ça? Au final, ce qu'il faut, c'est avoir une équipe très soudée à tes côtés et que chacun ait son rôle, que les gens ne soient pas dispersés et que chacun sache ce qu'il doit faire et avoir une super équipe comme nous chez All Planet. Super. Combien d'entre vous sont à All Planet? Nous sommes actuellement 18 personnes, plus des personnes extérieures plus tard. Très bien. Et vous travaillez uniquement ici en Espagne ou aussi à l'étranger? Bien. Nous avons des clients au Mexique, nous avons des clients en Espagne, nous avons des clients en Colombie. C'est bien. Au final, tout le monde cherche sur Google. C'est bien. ET. Ils m'ont dit que vous êtes passé de 0 à 3000 clients en seulement 3 ans. À partir de rien et sans argent. En réalité, c'est quand nous avons créé ce système de réputation en ligne sur le thème des avis que ça a vraiment intéressé tout le monde et ça a coïncidé aussi avec la création d'un réseau commercial assez puissant avec des gens vraiment top et ça se vendait. Enfin, ça se vend tous les jours. On continue. Et comment faites-vous? Pour la prospection, comment vous faites en ce moment? Par les réseaux sociaux ou comment vendez-vous? On fait de tout. On fait du marketing digital. On fait aussi du démarchage commercial sur le terrain parce que la réputation, c'est super important pour tous les commerces qui sont dans la rue. Et donc vous allez visiter les uns après les autres? On a une équipe commerciale,
plusieurs personnes qui vont voir les clients un par un. C'est bien, c'est un peu comme si c'était pour vendre des alarmes, non? C'est la base fondamentale de notre approche, le pilier sur lequel tout repose, et il est crucial de le souligner. De plus, nous avons la chance de compter sur un grand nombre d'agences partenaires qui collaborent déjà activement avec nous. Cette collaboration est essentielle car elle nous permet de renforcer notre positionnement. En effet, cette partie de la réputation, qui est absolument primordiale, nous la gérons avec le plus grand soin. Tu vois, aujourd'hui, dans le monde actuel, tout le monde a tendance à penser que tout est extrêmement facile à réaliser, que les processus sont simples et que les résultats sont instantanés, ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité complexe des affaires. Parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, on a tous quelque chose à montrer ou beaucoup d'abonnés, alors on se dit, bon, puisque j'ai beaucoup de followers, je vais faire en sorte que la clinique dentaire du coin en ait aussi. Chaque secteur a ses propres stratégies. Donc là, il n'y a pas d'autre secret que d'être constant. Au début, il faut aussi être un bon commercial parce qu'au début, tu es seul. Au début, je n'avais pas l'équipe que j'ai aujourd'hui. Au début, comme je te disais tout à l'heure, je faisais de tout. Donc, il faut créer un produit qui soit aussi assez automatisé, qui te permette de générer des abonnements pour que tu aies de plus en plus de revenus récurrents. Parce que toi, Tu fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux un produit à petit prix mais récurrent, plutôt que de faire un gros coup et enchaîner les gros coups. j'aime toujours le petit récurrent. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, je pense pareil. Il m'arrive toujours d'avoir des projets plus gros et je me dis, c'est le pain d'aujourd'hui, mais ce n'est pas récurrent. Pour payer les gens. Et ça, c'est le important. Pour payer les gens. Parce qu'au final, quand tu sais combien tu vas générer de façon mensuelle et récurrente, c'est là que tu sais combien ça va te coûter et combien tu peux dépenser pendant le mois. Parce qu'au final, moi par exemple, je pense souvent aux projets qui fonctionnent au projet. Comme tu l'as bien dit. Au final, là, tu dois être tout le temps en train de vendre. Vous devez constamment vous entretenir avec de nouveaux clients. Mais revenons un peu à ce que je disais avant. Ici, à la fin, lorsque vous générez une récurrence, ce que vous faites, c'est que ce portefeuille de clients, boum, 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 il devient de plus en plus petit, mais il devient de plus en plus grand. C'est-à-dire, Et ça vous nourrit, n'est-ce pas? Ta propre clientèle. dès le début, il est crucial de démarrer sainement, sans grosses dépenses, même personnelles. J'ai pu le faire car je vivais chez mes parents. Si j'avais pris mon indépendance ou acheté une maison, ce serait de la folie aujourd'hui. Peut-être que tu ne peux plus vivre si paisiblement. Je pense qu'aujourd'hui, il est impossible pour n'importe quel jeune d'aller vivre et d'acheter une maison à Madrid. Je dois. Je dis que je m'en suis plutôt bien sorti, je pense. Je suis très heureux et je donne ce conseil à tous ceux qui écoutent ce podcast. Quand j'étais jeune et que j'ai lancé l'entreprise, je ne suis pas devenu fou, je ne suis pas devenu indépendant, je n'ai pas acheté de supercar. J'ai vécu avec les moyens que j'avais et ce que j'ai fait, c'est que mon entreprise grandisse petit à petit. Et grâce à ça, à 24 ans, j'avais déjà un appartement dans le centre de Madrid et une véritable assurance vie pour n'importe qui. Mais bien sûr, je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'au final, quand on est jeune, moi, par exemple, j'ai 25 ans, alors je le dis toujours, l'argent que je gagne, j'ai déjà mes dépenses fixes pratiquement couvertes sans problème avec un petit salaire que je me verse de mes entreprises, et le reste, 100%, je le réinvestis. Je le réinvestis d'abord en moi, et ensuite dans mes affaires, qui sont justement ce qui va me permettre, au final, de me constituer un patrimoine, non? Mais acheter une super voiture ou dépenser 3000 euros dans une fête, non, non, non. En ce moment, non. C'est-à-dire que je respecte et je comprends les gens qui le font, mais ce n'est pas mon truc. Bien sûr, moi, je partage exactement la même vision que toi. En réalité, je n'ai pas besoin de grand luxe. Je pense que c'est très important de garder les pieds sur terre, non? Parce qu'avant tout, la figure de l'entrepreneur, et surtout quand tu es jeune. L'image qu'on en a, c'est celle d'un bon vivant qui dépense tout, un exploiteur et un multimillionnaire, mais au détriment des autres. C'est l'image qu'on a ici en ce moment. Oui, en Espagne, c'est un peu comme ça, c'est possible. Mais je pense qu'il faut toujours mettre de côté parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Regarde, il y a peu de temps, on a eu cette histoire de pandémie. Beaucoup d'entrepreneurs ont galéré.
Il faut penser à l'avenir et mettre de côté, même en vivant le moment présent. Je pense que ce que tu dis est très important. Au final, il faut être un peu prévoyant. En fait, la chose la plus importante pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise, c'est de savoir anticiper ce qui va arriver. C'est ça le plus important. Donc, il faut toujours garder un fonds de roulement, une réserve de trésorerie, au cas où il se passerait quelque chose, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, non? Tu as toujours besoin, tu ne peux pas vivre au jour le jour. Un homme d'affaires ne peut pas vivre au jour le jour. En effet, il faut toujours un coussin et des ressources. Vous êtes un entrepreneur et, à la fin, de nouvelles opportunités se présenteront à vous, et si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas les saisir. Parce que c'est une autre histoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, depuis que, avec le podcast, avec le reste de mes affaires aussi, et c'est quelque chose que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est qu'il y a toujours de nouvelles opportunités qui se présentent. Et soit tu saisis le train, soit tu ne le prends pas. Et pour monter à bord, dans 90% des cas, il te faut la même chose, de l'argent. Et si tu l'as déjà dépensé, alors tu ne peux plus monter à bord. Effectivement, il faut garder un peu de côté, car de bonnes opportunités se présentent et il faut en profiter. Ce que j'aime le plus, surtout dans ce secteur en général, dans le monde des affaires, c'est toutes les personnes que tu rencontres. Eh bien, moi j'ai rencontré plein de gens. Ces 3 dernières années, j'ai fait la connaissance de beaucoup de monde, mais des gens où tu te demandes d'où ils sortent, et en fait tu les rencontres parce que c'est l'ami de l'ami de l'ami du cousin, et au final tu finis par te connaître. C'est ça, la magie du networking. C'est pour ça que je te disais au début qu'au final, nous sommes des connecteurs, c'est qu'on peut toujours s'entraider et il y a toujours quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup apprendre des autres, et dans ce pays aussi, on a tendance à crucifier les gens, à dire « regarde ce qu'il a dit, ça ne me plaît pas du tout, je ne vais plus le suivre, c'est fini. » Mais cette personne, et au final, ça me plaît parce que ça me donne l'impression d'être chez moi. Oui, moi, j'adore. Je pense que quand tu commences à te faire connaître, et d'une certaine manière, même si ce n'est pas ton meilleur ami, tu le connais parce que c'est l'ami de ton ami, eh bien, dès que tu atteins ce niveau-là, c'est que tu fais quelque chose de bien, non? Dès que tu arrives à ce stade, c'est que tu es sur la bonne voie, non? Parce que tu commences déjà à leur dire quelque chose, et ils commencent à te dire quelque chose aussi, non? Oui. C'est cette sensation-là. Et le conseil que je donne à tout le monde, c'est d'apprendre de toutes ces personnes, même de celui qui gaspille. Pablo, celui qui dépense dans les voitures, il faut apprendre car ils l'ont fait pour générer. Exactement, tout à fait, c'est précisément cela. Chaque aspect, chaque détail, tout est pris en compte et considéré avec la plus grande attention. Toute mon admiration pour eux, bien sûr. La même admiration. J'enquête, je me dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, non, tu vois, mais je pense que c'est intéressant parce qu'au final, d'une manière ou d'une autre, ils ont généré de l'argent. D'accord, parce que, Ivan, si tu devais revenir en arrière et que tu pouvais parler à ton toi d'il y a 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Avec moi à 30 ans, comme Yvan MC Fly, non, Yvan MC Fly du passé. J'aurais eu, voyons voir, 10 ans, voyons ce que je ferais. Ok, qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, je lui donnerais d'abord l'almanach des sports. Je le mettrais dans son sac à dos. Il savait déjà ce qu'il devait faire parce que j'étais un grand fan de Retour vers le futur. Et qu'est-ce que je lui dirais? Eh bien, tu vois, je lui dirais de danser.